Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Ici Michel Beausoleil, voici votre téléjournal communautaire. Une route bleue verra le jour sur la rivière Sainte-Anne entre Saint-Raymond et Saint-Casimir en 2023. Pour nous faire rêver, on reçoit Jessica Racine-Lehoux, gestionnaire de la route bleue au Québec pour Cano-Kayak Québec. Un projet de réseau de serres maraîchères solidaires dans Portneuf est en voie de réalisation. Pour nous en parler, on reçoit Alain Blanchette de Solidarité citoyenne Portneuf. Comment vivront l'Halloween les familles de Sainte-Christine d'Auvergne? Richard Pearson, bénévole reconnu, sera avec nous. Et Danick nous fera un compte-rendu de l'ouverture de la saison du Métal Perrault de Donnacona et du dévoilement du monument des familles Souches à Saint-Casimir. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons. Et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. La Régie portneuvoise de protection incendie et la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne annoncent la signature d'une entente de 10 ans pour la protection du territoire contre l'incendie à partir du 1er janvier 2023. L'entente avec le service incendie de Saint-Basile se termine donc le 31 décembre. La Régie offre un modèle hybride de garde en caserne et de pompiers sur appel en cas d'urgence. En plus des feux, le sauvetage nautique et l'assistance aux citoyens seront aussi assurés. On prévoit une vingtaine d'appels d'urgence annuels de plus pour la Régie. La Régie portneuvoise de protection incendie couvre actuellement les villes de Cap-Santé et Portneuf, qui représentent 6 900 résidents et une superficie de 179 km². Sainte-Christine d'Auvergne ajoutera 653 résidents et une superficie de 150 km². D'autres municipalités de l'ouest de Portneuf pourraient s'ajouter sous peu. Revenons sur quelques informations provenant du Conseil public des maires de la MRC de Portneuf qui se tenait la semaine dernière à Cap-Santé. Tout d'abord, on a appris qu'une nouvelle venue a pris la direction générale du poste de la Sûreté du Québec de Pont-Rouge. Il s'agit d'une policière qui a travaillé récemment du côté du poste de Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous y reviendrons. D'ailleurs, on a aussi appris que le projet d'intégrer un employé du CIUS de la capitale nationale à des activités policières qui le nécessitent a débuté dans la région. Un employé ou une employée du CIUS, travailleur social ou autre, accompagne maintenant les policiers lors d'interventions, notamment impliquant des personnes qui subissent des problèmes de santé mentale. Ce projet vise à identifier aussi les meilleures pratiques pour mieux intervenir, soutenir et aider ceux et celles qui vivent une détresse importante. Aussi, des démarches sont en cours à la Direction générale de la Sûreté du Québec du Centre de Pont-Rouge pour l'embauche d'un ou d'une coordonnateur locale en police communautaire. La MRC de Portneuf a donné son appui à ces démarches dans le but de profiter de cette ressource policière additionnelle, principalement dédiée au milieu scolaire. Et finalement, la MRC de Portneuf appuie la Sûreté du Québec de Pont-Rouge pour recruter un maître chien patrouilleur qui sera utile dans ses fonctions de recherche, mais aussi pédagogique. Le comité de la sécurité publique de la MRC de Portneuf a d'ailleurs été invité à participer à un camp d'entraînement des maîtres chiens cette semaine.
Ajoutons également que les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf procéderont au lancement d'un nouvel outil de sensibilisation au respect des limites de vitesse dans les zones scolaires lundi prochain à Neuville. Des étudiants porteront des cinémomètres sous forme de sacs à dos adaptés à leur taille et qui affichent la vitesse des automobilistes qu'ils croisent au passage. Inspiré par le service de police de la ville de Laval, la Sûreté du Québec a développé 5 cinémomètres vivants pour des opérations sur l'ensemble de son territoire. Nous y reviendrons, bien entendu. Le Parc naturel régional de Portneuf entame une étude pour mieux gérer la cohabitation des castors et les ponceaux au chemin d'accès qui traversent les cours d'eau de son territoire. Des recherches sont menées particulièrement dans les secteurs du chemin qui traverse la décharge du lac Nadeau à Saint-Alban. Le Parc naturel régional a pu bénéficier d'une aide financière de la MRC de Portneuf via son programme d'aménagement durable des forêts. La greffière à la ville de Saint-Raymond, Chantal Plamondon, est devenue officiellement, lors du dernier conseil de ville, la responsable de la protection des renseignements personnels et responsable de l'accès aux documents, conformément aux nouvelles règles entourant la réforme sur la loi d'accès à l'information au Québec. De plus, comme nouvelle obligation municipale, un comité de 5 personnes a été formé et nommé pour soutenir la ville dans l'application de cette loi qui touche toutes les municipalités du Québec. La greffière Chantal Plamondon nous décrit justement sa tâche et les avenues possibles pour le public. En fait, quand on reçoit une demande d'accès à l'information, présentement, c'est toujours la greffière qui reçoit la demande. On analyse en fin de compte à savoir est-ce que c'est un document qui est public, est-ce que c'est un document qu'on peut divulguer. Donc, quand c'est un document qu'on peut divulguer, évidemment, il faut le faire. Sinon, à ce moment-là, on doit répondre à la personne là, que ce n'est pas un document public. Puis, la personne qui reçoit la réponse, elle pourrait demander une révision de cette réponse-là. Donc, ça peut se rendre jusque devant la commission d'accès à l'information qu'on a déjà vécu une fois à la ville de Saint-Raymond. Des mesures plus strictes pour contrer les attaques informatiques, les fuites et les vols de données personnelles seront mises en place et appliquées par la ville de Saint-Raymond. Nous y reviendrons. À Shannon, les gens du ministère des Transports et de la municipalité demandent aux citoyens de ne pas s'aventurer sur la zone des travaux du pont piétonnier Gosford, qui est réservé uniquement aux travailleurs autorisés. Certains travaux de creusage de trous profonds peuvent s'avérer dangereux et risqués, particulièrement lors des opérations avec la machinerie lourde. On rappelle que l'accès au chantier est strictement interdit en tout temps jusqu'à la fin des travaux prévus en décembre prochain. Un projet de route bleue est en développement depuis l'an dernier pour créer un circuit en canot-kayak sur la rivière Sainte-Anne qui relierait le centre-ville de Saint-Raymond et le centre-ville de Saint-Casimir dès 2023. Initié par la MRC de Portneuf, c'est l'entreprise Canot-Kayak Québec qui chapeaute le projet. Et pour nous décrire justement ce projet et les démarches en cours, nous accueillons Jessica Racine-Lehoux de Canot-Kayak Québec. Bonsoir, Jessica. Bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir ce soir. Bien, merci de votre présence en studio. On sait que vous êtes plutôt de la Montérégie, alors par hasard, native. Vous êtes dans la région? Bien, pas simplement par hasard, mais bien parce que j'allais coordonner d'autres parcours dans le fleuve ce matin. Et puis, bien, j'étais dans la région. Et tant qu'être dans la région, bien, autant monter dans la rivière. Bien sûr. Alors, vous êtes responsable, en fait, de la route bleue pour l'ensemble du Québec. Exact. Pour Canot-Kayak Québec, on est... certains nous prennent comme une entreprise, mais on est officiellement, en fait, un organisme à but non lucratif. Notre but social. En fait. Oui, exact. Financé par le gouvernement du Québec par 2 ministères différents. OK. Et parlez-nous justement de la route bleue, parce que ça fait quand même plusieurs années que le projet est en démarche, si on veut. Où en sommes-nous actuellement dans l'élaboration de cette route bleue? Oui, bien effectivement, le projet de la route bleue est un projet que ça fait longtemps qu'on entend parler au Québec. Ça fait longtemps qu'on en entend parler parce que la première version, c'était le sentier maritime du Saint-Laurent et ses routes bleues. Ouais. C'était en fait des parcours pagayables qui s'adressaient à des expéditions de kayak de mer seulement sur le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Cette version 1-là ne s'est pas perpétuée dans le temps pour plusieurs raisons.
dont celle que la clientèle était trop niche. Actuellement, on est rendu à la version 2 de la route bleue. C'est plus maintenant le Sentier maritime, mais bien la route bleue au Québec. On peut la comprendre comme un peu la route verte. C'est sur le même principe. Donc, la route bleue, ça s'adresse aux activités non motorisées, soit canot, kayak, eau calme, eau vive, planche à pagaie, et puis toute autre embarcation aussi qui est non motorisée. Est-ce qu'actuellement, il y a une route bleue qui est en opération sur le fleuve? Actuellement, au Québec, il n'y a aucune route bleue en opération nulle part. Il y a cependant la première route bleue dans tout le Québec, fleuve, rivière et lac compris, c'est celle de la MRC de Portneuf. Qui va relier la rivière Sainte-Anne entre Saint-Raymond et Saint-Casimir. Absolument, c'est le premier tronçon. Ça sera la première. Oui, ça a été notre projet pilote qui est venu amalgamer tous les ingrédients de la route bleue. Et finalement, en fait, la route bleue, c'est quoi? C'est que c'est des parcours pagayables, fleuves, rivières et lacs partout au Québec. C'est ça, donc, que le ministère appuie dans le cadre de sa politique au Québec où on bouge. Et puis, l'idée, en fait, c'est de démocratiser la pratique d'activités de plein air en donnant des informations, en encadrant la pratique de façon sécuritaire, mais aussi en donnant une expérience qui est enrichissante. Donc, pas juste pagayer pour pagayer, mais bien en apprendre sur la ville, en apprendre sur la formation ici géologique qui est très intéressante, en apprendre sur soi-même, aller se former, aller chercher les bonnes compétences, puis aussi le tout dans un cadre éco-responsable. Donc, notamment en faisant attention, oui, à comment que le site est fait, mais aussi où est-ce que le parcours y passe pour faire attention aux différents écosystèmes. Ben oui, bien sûr. Et d'où vient cette idée, justement, de développer la rivière Sainte-Anne entre Saint-Raymond et Saint-Casimir? Je pourrais dire les lauriers, d'où vient cette idée, je peux facilement les donner, en fait, à Ludovic Wilmet de la MRC de Portneuf. Okay. En fait, donc, la route bleue, je pourrais dire, c'est une initiative qu'on a partout dans la province, pour tous les cours d'eau, grâce à Ludovic qui a été très dynamique et très inspirant. C'est lui-même qui nous a soumis au début plusieurs idées. On a fait des analyses de préfaisabilité pour savoir quelle idée qui était la meilleure, laquelle qui était peut-être la plus faisable. Et la plus faisable rapidement était le tronçon dont on parle. Entre Saint-Raymond et Saint-Casimir. Exact. Parce que ce tronçon traverse en fait Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Alban? Bien, là, pour l'instant, il y a juste Saint-Alban à Saint-Casimir qui fonctionne. Le restant est en production à très court terme. Mais le premier qu'on a fini, qui a une pancarte actuellement qui est posée au Parc régional de Portneuf, c'est Saint-Alban à Saint-Casimir. C'est juste cette section-là. Ça, c'est opérationnel au moment où on se parle? En fait, tout fonctionne. On ne l'a juste pas publié encore. OK. Fait que tout fonctionne, on a tous les accès, tout a été négocié, tout est assuré. Le parcours a été caractérisé de A à Z l'année passée. On a fait les travaux cet hiver. Le panneau est posé depuis le mois de mai 2022. OK. Donc, ça veut dire à peu près un parcours de une distance de... si ma mémoire est bonne, on parle de 9,3 km. 9,3, parce que l'ensemble, je regardais un peu sur la carte, c'est pas une quarantaine de kilomètres. L'ensemble va donner ça, oui. Entre Saint-Raymond et Saint-Casimir. Donc là, entre Saint-Alban et Saint-Casimir, il y a à peu près 9-10 kilomètres. Exact. Puis pourquoi que ça a été le premier parcours qu'on a mis de l'avant, c'est que c'est lui qui était le plus facilement réalisable. Même s'il comporte un rapide de classe 3, même s'il comporte aussi des R2 un peu plus bas, des rapides de classe 2, plus que la classe d'un rapide est élevée, plus qu'il faut avoir des compétences techniques avec son embarcation pour l'affronter. Okay. Donc, nous, comment qu'on a classifié les routes bleues, et ça partout au Québec, c'est selon 4 niveaux du niveau de capacité des pagayeurs, donc débutants, intermédiaires, avancés et experts. Plus qu'on va loin dans l'activité, plus qu'on va vers des gens qui sont plus habitués, moins qui ont besoin d'encadrement. Donc, ça fait bien du sens. Ouais. Et c'est pour ça que ce parcours-là, on l'a sorti en premier parce que c'est un parcours qu'on a classé intermédiaire à cause du rapide R3, qui a un portage qui est difficile à aller chercher. Okay. Fait que, vu que le portage est difficile, on l'a mis plus élevé. Donc, ça l'a demandé moins d'efforts, moins d'encadrement, je pourrais dire, en arrière, que par exemple un parcours débutant. Les autres parcours dont on parle, c'est des parcours d'eau calme, donc des parcours qui s'adressent à une clientèle plus débutante et qui demandaient un peu plus de travail pour donner un encadrement nécessaire aux pratiquants.
Et la portion entre Saint-Raymond et Saint-Alban, on peut la définir comment à peu près? De mémoire, vous m'excuserez parce que j'ai pas pu caractériser moi-même tout le Québec. Non, mais néanmoins, de ce que je connais du dossier pour l'instant, il y a des sections d'eau calme. Donc, moindrement qu'on parle d'une mise à l'eau à une autre mise à l'eau, puis qu'il y a juste de l'eau calme, on parle de débutants. Et je pense qu'on a des sections comme ça, si ma mémoire est bonne, dans cette section-là, notamment une section d'environ 12 km. Okay. Et quels sont en fait, la personne qui veut utiliser cette route bleue-là, comment elle peut faire, en fait? Oui. Bien, en fait, le but de la route bleue, c'est de démocratiser l'activité de pagaie et de rendre accessible le plein air en général. Donc, ça paraît noble comme mission, mais pour ce faire, il fallait qu'on rende l'accès justement à la route bleue le plus simple et le plus gratuit possible. Donc, sur le site web de Cano-Kayak, c'est canokayak.qc.ca, on a en fait actuellement un onglet qui s'appelle la route bleue au Québec. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit là? C'est toutes les routes bleues actuellement en évolution. On a à peu près une 80aine de projets partout au Québec, fleuves, rivières et lacs. Néanmoins, à court terme, on va avoir un site web interactif qui va se baser sur un modèle semblable à la route verte pour mettre en valeur la région où est-ce qu'il y a le parcours. Okay. Donc là, pour l'instant, en fait, comment qu'on fait, c'est le seul tronçon qu'on a partout au Québec, c'est lui entre Saint-Alban et Saint-Casimir. Le premier panneau, il est au parc régional, il est à la mise à l'eau à Saint-Alban. Ça, c'est la situation actuelle. Néanmoins, à très court terme, on veut mettre en ligne le panneau, on veut mettre en ligne la carte, une carte 8,5 par 11 que les gens peuvent télécharger chez eux. Au recto qui a la carte et au verso qui a des conseils techniques. Elle est déjà faite, cette carte-là. La fiche technique aussi est déjà faite. Il faut juste la mettre en ligne. Mais on a en fait notre lancement de la route bleue au Québec, partout au Québec, qui est prévu au printemps 2023 avec un site web qui va contenir notre premier projet pilote qui est ici. Ah, OK. Est-ce qu'éventuellement, justement, un peu comme la route verte, où ici, par exemple, on installe les affiches historiques, on installe un peu, même actuellement, depuis cette année, on peut même camper dans des campings rustiques. Est-ce que ça fait partie aussi du projet d'ensemble de la route bleue? Bien, effectivement, notre but, c'est de le rendre accessible. Donc, on veut la route bleue en elle-même est gratuite et va demeurer gratuite. C'était une des conditions sine qua non du ministère pour établir la route bleue. Ensuite, le point de vue campement et point de vue autres capsules pour enrichir l'expérience. Les capsules pour enrichir soit sur l'environnement, sur la géologie, sur l'histoire, peu importe ce qui est intéressant de la région, ça fait partie du projet pour faire découvrir le Québec et encore mieux redécouvrir nos plans d'eau. Fait que ça, d'une part, ça en fait partie. Et d'autre part, pour les campements, la route bleue, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vise? C'est le public en général, le public le plus large possible. Familial? De débutants, intermédiaires, avancés, experts. Fait que débutant, ça comprend familial, ça comprend... On va aller chercher tous les créneaux des gens, en général, qui sont intéressés aux activités de pagaie. Et on s'est rendu compte, grâce à plusieurs études, notamment de la Charte Transat de l'UQAM, que la majorité des gens qui pratiquaient une activité comme ça le faisaient pendant plus ou moins 3 heures. Et 3 heures représentent 8 à 12 km sur l'eau, selon... Donc, qu'est-ce que nous, on met de l'avant? C'est vraiment des parcours de 8 à 12 km sans camping, parce que là, on venait nicher vraiment beaucoup l'activité. Néanmoins, si un 8 à 12 km d'une part connecte avec un autre d'une autre part, disons que plusieurs se suivent et que la linéarité est possible grâce à des droits d'accès, qu'on négocie, et c'est là toute la force de la route bleue. Okay. Donc, c'est négocier, c'est assurer. Avec les propriétaires des berges, en fait? On essaie de toujours tirer des propriétés publiques pour que ça soit assuré par ville MRC, pour justement éviter des enjeux avec les propriétaires privés. Néanmoins, moindrement qu'on est capable de connecter, évidemment que là, un campement devient une expérience à plus-value. Ici, dans le coin, il y avait des possibilités de campement. Il y a aussi Chalet-en-Boiron, juste à côté du parcours. Et on a aussi, juste à Saint-Raymond, à toutes les villes alentours, mais on a quand même une offre de villégiature qui est intéressante aussi. Fait qu'il y a vraiment plusieurs types d'expériences que les gens peuvent faire pour faire un genre de canot camping ou d'étirer l'aventure. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un service de location de kayak ou
plus commercial, en fait, là? Oui, bien absolument. Néanmoins, qu'est-ce qu'on aime? Je pourrais dire, néanmoins, ça ne sera pas Cano-Kayak Québec qui va la gérer. On va vraiment greffer un parcours de route bleue à une offre qui est déjà existante. Par exemple, pour le parcours qu'on a déjà inauguré, en petite pompe, il y a les excursions de l'Ouest. Donc, c'est quand même le parcours. Le parcours en lui-même, il est de niveau intermédiaire. Mais pour les gens qui ne pensent pas avoir les compétences suffisantes pour affronter le R3 et son portage qui est difficile d'accoster, ou encore qui n'ont pas le bon bateau, mais ils peuvent faire affaire avec les excursions de l'Ouest. Fait que comme ça, ben, on vient juste d'élargir l'accessibilité au parcours, mais c'est comme ça qu'on essaye de faire le plus possible. On a aussi il y a aussi une entreprise de location de SUP, aussi sur la rivière Sainte-Anne, presque, ben, pas loin des excursions de l'Ouest aussi. Donc ça permet, c'est ça, de donner l'initiation possible. Et parlons peut-être, il nous reste à peu près 2 minutes. J'aimerais qu'on parle des autres aussi projets dans Port-Neuf, parce qu'actuellement, sur le bord du fleuve aussi, il y a des démarches, puis même pour le Binière aussi. Où vous en êtes dans ce projet? Donc, bien, il y a d'autres projets prévus pour la rivière Sainte-Anne. L'idée, c'est de couvrir le plus possible la rivière Sainte-Anne. Ah, okay. Donc, ça, c'est l'idée à court... Jusqu'à descendre, de Saint-Raymond jusqu'en bas. Jusqu'à Sainte-Anne-la-Pérade. Ah, fait que l'idée, c'est d'aller chercher ça quand même à court terme, là. Encore une fois, grâce à Ludovic, quand même à court terme. Il y a un horizon. L'horizon, c'est 2023-2024, là. Fait que c'est quand même relativement rapide. Point de vue fleuve, on a 3 parcours qu'on va sortir aussi à l'été 2023, si tout va bien. Donc, ça va être Bécancour, Trois-Rivières et Cap-Santé à Donnacona. Ça, c'est 3 parcours que je travaille avec le comité ZIP de l'estuaire fluvial. Et on a 3 autres parcours privés en 2024 aussi dans le fleuve, dont le de Binière, si tout va bien encore une fois. Donc, c'est ça, à suivre effectivement. Puis là, pour Saint-Alban et Saint-Casimir, donc officiellement au printemps prochain, en fait. Oui, bien là, c'est officieux, mais tout est fini actuellement. On l'a juste pas mis en grande pompe, parce qu'on avait juste une route bleue au Québec qui était elle. Fait que là, le projet de dire la route bleue au Québec, c'est fantastique, on a plein de parcours au Québec, mais on en avait un. On a fait, bon, là, à un, on va en attendre d'en avoir un meilleur portfolio. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous l'avez... Moi, je ne l'ai pas caractérisé. Moi, j'ai fait ceux-là en amont. Donc, ceux-là, moi, j'ai fait les sections calmes qu'on parlait tout à l'heure. Moi, ça, c'est ceux-là que j'ai fait ici. C'est ceux-là que j'ai caractérisé l'été dernier avec mes collègues. C'est mon autre collègue qui a... en fait, c'est 2 autres de mes collègues qui sont venus caractériser la section, le tronçon en question. Et puis, ben nous autres, on a une équipe terrain qui couvre vraiment largement le Québec, là. Donc, en fait, on délègue beaucoup aussi, là. Donc, c'est ça. On s'en va caractériser, ça nous donne des informations, on confirme les points. Puis, ben moi, plus que l'équipe grossit, moins que je fais de terrain. Oui, c'est ça. Vous êtes plutôt la gestionnaire, en fait, de tout ça. Exact. Alors, Jessica Racine-Lehoux, merci beaucoup de ce rêve et de cette belle réalité qui s'en vient dans Port-Neuf. Ah, ben merci. On va suivre ça de proche et on va aller voir de près, justement, tout ça. Bien, merci encore une fois pour l'invitation. Puis ça va être avec plaisir qu'on va pouvoir continuer le projet. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Alain Blanchette de Solidarité citoyenne Port-Neuf. Grâce à vos idées, nous avons un plan pour la transition énergétique. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous l'expliquer, le plan. OK. Premièrement, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais. Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi. Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, puis tous les petits gestes comptent. Fait que, oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là. J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Faut que ça soit un petit peu rampeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy? Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. Le bureau du député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, annonce que l'appel de proposition 2022-23 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés est ouvert jusqu'au 1er novembre. Le gouvernement fédéral encourage les aînés à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience à travers différents projets. Ce financement communautaire qui s'adresse aux organisations sans but lucratif soutient notamment des projets intergénérationnels et qui permettent de briser l'isolement chez les aînés tout en facilitant leur autonomie
d'économie dans leur milieu de vie et le financement peut atteindre jusqu'à 25 000 $. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs profite de la récente nomination de Benoît Charette comme ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour demander que ce nouveau ministère fasse de la mise en valeur de la faune un de ses objectifs prioritaires. Le président de la Fédération, Marc Renaud, estime que la faune a trop souvent été reléguée au second plan, étant associée au secteur des forêts durant les dernières années. Il souhaite que le Québec se dote d'une politique nationale de la faune et qu'il assure la pérennité des activités de chasse et de pêche en étroite collaboration avec la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et ses partenaires de la Table nationale de la faune. La Fédération profite de l'occasion pour inviter le nouveau ministre et son équipe à planifier une rencontre dans les meilleurs délais. Le maire de Tursault, Benoît Lauzon, a été nommé à la présidence du comité de la forêt de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Ce comité est composé d'une quinzaine de mairesses et de maires représentant les communautés forestières de plusieurs régions du Québec. M. Lauzon entend mettre à l'avant-plan les priorités des régions forestières qui sont définies dans la feuille de route municipale pour un aménagement durable de la forêt. M. Lauzon sera le porte-parole du comité devant la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina. Le programme de l'UMQ comporte 3 grands thèmes, la biomasse et l'énergie, la sylviculture et l'aménagement forestier, ainsi que l'industrie et l'économie. L'UMQ vise à soutenir les municipalités dans la mise en œuvre, en fait, des énergies durables par différents circuits courts. On veut créer des pôles régionaux sur la biomasse forestière et relocaliser les postes décisionnels du ministère des Ressources naturelles et des Forêts vers les régions forestières. Ce mardi 25 octobre se tenait à la ville de Portneuf la 5e édition de la Journée en sécurité alimentaire de Portneuf. Organisée par la Table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf et l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf, cette journée se tenait sous le thème « Ça prend toute une communauté pour nourrir son monde ». L'insécurité alimentaire, le projet Maïs, les cuisines collectives, comment démarrer une épicerie solidaire, la production agricole solidaire dans Portneuf 12 mois par année et la lutte aux préjugés ont été les sujets qui ont été traités en conférences et en ateliers. La ville de Portneuf et la Saint-Vincent-de-Paul ont profité de l'occasion pour annoncer leur premier frigo communautaire ainsi que le projet de serre maraîchère solidaire. Danick Julien s'est intéressé tout d'abord au frigo solidaire. Écoutons son reportage. On a reçu les photos. C'est bon. Hey, c'est vraiment impressionnant. Un nouveau frigo solidaire a fait son apparition à la ville de Portneuf alors qu'il s'agit du 10e frigo de ce genre dans le comté. L'objectif, faire en sorte que chacun puisse manger à sa faim et agir contre le gaspillage. Pour Sylvie Germain, la présidente de la Table de concertation en sécurité alimentaire, le projet est crucial. Frigo communautaire, la beauté de ce concept-là, c'est que ça permet, en plus de nourrir les personnes qui ont des besoins d'ordre alimentaire, ça permet de réduire le gaspillage alimentaire, autant du milieu agroalimentaire, puisque la table récupère les surplus agricoles, les surplus dans les champs, reçoit des dons des entreprises agroalimentaires, des restaurateurs et des différentes entreprises agroalimentaires et également là, des supermarchés. Puis, il y a également là, des simples citoyens qui, des fois, quand ils ont un surplus dans leur frigo, ou il y a même des personnes qui vont préparer là, des repas spécifiquement destinés à nos frigos solidaires, eh bien, toutes ces initiatives personnelles permettent d'approvisionner là, nos 10 frigos sur le territoire de Portneuf. Alors, on espère, l'objectif, c'est que d'ici 2 ans, la majorité des municipalités de la MRC de Portneuf puissent avoir leur frigo solidaire.
je pense qu'avec l'inauguration de ce 10e, bien, on est plus qu'à la mi-chemin. Alors que le tout premier frigo solidaire avait fait son apparition il y a 3 ans dans le comté de Portneuf, Sylvie Germain mentionne que la communauté s'est bien activée pour porter ses projets. Je tenais à souligner le beau partenariat de la table avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Portneuf, avec la ville de Portneuf et également avec le Centre Femmes de Portneuf. Je dis toujours que la partie la plus plaisante de mon travail, en plus d'aider les personnes qui ont besoin de se nourrir, c'est de travailler avec des milieux extraordinaires. Le milieu communautaire de Portneuf est très dynamique. C'était Danick Julien pour CJSR. D'autre part, un projet de réseau de serres maraîchères solidaires est en voie de réalisation dans Portneuf qui vise tout d'abord à Deschambault-Grondines et à Ville de Portneuf à produire des fruits et des légumes frais à l'année destinés gratuitement à des initiatives locales en sécurité alimentaire. Le Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables a investi 292 000 $ au projet et 20 000 $ proviennent du fonds structurant de la MRC de Portneuf. Le projet a été dévoilé lors de la 5e journée de réflexion en sécurité alimentaire qui se tenait ce mardi, 25 octobre, à Ville de Portneuf. Pour nous dresser un portrait du projet, on a reçu un peu plus tôt aujourd'hui Alain Blanchette de l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Michel. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Tant mieux. Alain, un autre beau projet, justement, qui s'en vient. On parlait des frigos solidaires, on parlait même de l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf. C'est quand même assez récent comme organisme. Oui, dans le fond, l'organisme Solidarité citoyenne Portneuf, c'est l'organisme qui a succédé à l'Accorderie de Portneuf, qui avait été créé dans un objectif d'échange de services. Alors, on s'est désaffilié du réseau Accorderie parce que ça n'amenait pas de financement, ça amenait plutôt des dépenses importantes. On a maintenu le système de l'échangerie, mais on s'est dit, tant qu'à changer de nom, on va se donner un nom plus large, puis on va se donner une mission plus large parce qu'on voyait en même temps des besoins dans le milieu, des besoins de porteurs de dossiers pour des projets qui s'avéraient intéressants parce qu'on peut avoir, exemple, une volonté de travailler au niveau de la sécurité alimentaire, c'est le rôle de la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf, sauf que cette table-là n'est pas incorporée. Donc, ne peut pas déposer des projets, faire des demandes de subventions, ne peut pas avoir un compte bancaire. Donc, finalement, ils ont demandé, la table a demandé à Solidarité citoyenne Portneuf si elle acceptait de porter ces dossiers-là en sécurité alimentaire. Ça s'est fait un peu avant la pandémie. Et donc, on y allait au départ avec peut-être un budget annuel de 75 000 $. Mais finalement, avec la pandémie, il y a eu un paquet d'opportunités de financement qui se sont ajoutées en sécurité alimentaire. Finalement, notre budget est passé autour des 500 000 $ par année. Oh oui, ça a grossi, ça a explosé. Et il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Là, on parle des frigos solidaires, les soupes solidaires, soutien plus poussé au niveau des cuisines collectives, également des projets là, de cuisine pour hommes seuls. Donc, un paquet de choses qui se sont faites, soit en collaboration avec la Table des aînés ou en collaboration avec une municipalité ou une autre organisation, pour faire en sorte d'améliorer tout le système de cueillette, de récupération de denrées et de distribution sur le territoire de Portneuf, parce que là, avec la pandémie, les besoins ont explosé. Et avec l'inflation, l'augmentation du prix des aliments, les demandes vont en grandissant. Solidarité citoyenne Portneuf a rapatrié récemment Collation Santé Portneuf, donc encore des activités en lien avec l'alimentation. C'est pour les enfants, ça, dans les écoles. Oui, dans les écoles. Ce qui fait qu'on s'est dit, il faudrait aussi augmenter la production locale de fruits et légumes et idéalement avoir des produits frais à l'année, parce qu'on sait que les champs, au niveau des agriculteurs, on a beaucoup de glanage là, présentement, là, avec les récoltes dans les champs. Et également, il y a des producteurs qui nous donnent de leurs produits. Mais rendu en novembre, décembre, janvier, c'est plus tranquille. Il y a encore des produits en serre, mais janvier, février, mars, là, les produits frais, à part les acheter au
à l'épicerie, c'est plus difficile. Donc, on s'est dit, on va essayer de travailler sur un projet de serre qui fonctionnerait à l'année. Ça veut dire à ce moment-là un branchement sur le réseau électrique triphasé. Donc, ça demandait pas mal plus d'équipement en termes d'installation, en termes de coûts de fonctionnement aussi. Fait qu'on a commencé à travailler avec Jérôme Tivierge des Jardins de la Chauvretière à Deschambault-Grondines, qui était déjà partenaire pour un projet qu'on a ensemble financé par le ministère de l'Agriculture, mais aussi déjà il donnait une partie de ses récoltes à la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf. Donc, il était intéressé à installer une serre chauffée 12 mois par année. On a commencé à travailler avec lui. Sylvie Germain, la coordonnatrice de la table en sécurité alimentaire, nous a parlé d'un autre projet qui avait lieu à Portneuf où il y avait une serre qui avait été installée, qui relevait là, de la fondation Mouvement Papillon. Ben oui, que moi, j'avais jamais entendu parler. C'est ça. Et parce que finalement, la fondation Mouvement Papillon, c'est deux enfants de deux parents qui rêvaient de contribuer au niveau de la sécurité alimentaire. Et leurs enfants en cadeau ont créé la fondation. Et donc, ils ont acquis un terrain là, à Portneuf et ils ont installé une serre, puis ils ont un champ et ils ont commencé à planter des arbres fruitiers. Et eux autres avaient creusé un puits, mais pas d'eau. L'eau est rare à Portneuf. Hein? Fait que, donc, il faut qu'ils se branchent sur l'aqueduc. Fait que ça va ralentir leur projet. Fait qu'on les a intégrés dans le projet, donc ils sont associés à nous à ce moment-là. Et on s'est présenté devant le fonds aluminerie de Deschambault, fonds Alcoa aluminerie de Deschambault, pour les collectivités durables. C'est ça. C'est fonds aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables. C'est ça exactement. Et donc, qui eux peuvent financer des projets à Portneuf et à Deschambault-Grondines. Fait que là, vu que les serres étaient à Portneuf, les autres à Deschambault, on a présenté un projet qui finalement va permettre à Deschambault d'opérer une serre à l'année, dont une partie, un peu moins que le tiers, va être transformé en classe. Donc, un espace pédagogique pour accueillir des jeunes des écoles ou des jeunes en réinsertion ou la population en général, des aînés, qui seraient intéressés soit par une sensibilisation à la culture en serre ou une formation au niveau de la culture en serre. Il pourra même se donner des formations plus poussées pour les gens qui exploitent des serres, parce qu'on veut miser aussi beaucoup sur l'aspect technologique. Jérôme Tivierge des Jardins de la Chauvretière est assez ferré dans son domaine. Et donc, il va donner un coup de main aussi pour l'opération de la serre à Portneuf. Et l'objectif, parce que c'est un projet de 3 ans qu'Alcoa a appuyé, et la MRC de Portneuf. Donc, première année, on met en opération la serre à l'année, on améliore les installations à Portneuf, mais la 3e année, on construit une autre serre à Portneuf. Donc, on va se ramasser finalement, au bout du compte, avec 3 serres. Avec 3 serres, OK. Où tous les produits vont être distribués aux organismes qui travaillent en sécurité alimentaire dans Portneuf. Donc, même si les coûts des aliments augmentent de beaucoup dans les supermarchés, il va rester que nous, on va les produire nous-mêmes. Donc, l'impact va être moins élevé. On va être impacté sur le coût de la distribution à cause de l'essence et tout ça, mais au niveau de la production, on va être beaucoup moins impacté. Et ça, c'est la construction, là, quand même. On parle c'est construction neuve, là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une serre qui est déjà là, qu'on va modifier, couler un plancher en béton pour l'espace pédagogique. Donc, elle est déjà là, mais elle va être en opération à l'année plutôt que 6 mois par année. La serre à Portneuf, elle va être en opération de 6 à 9 mois par année. La deuxième serre aussi. Et le verger, si on peut dire, en arrière, parce que ça va être tout clôturé, tout le terrain, qui va produire des arbres fruitiers, mais ça va nous permettre aussi, en dehors de la serre, d'avoir des fruits qu'on va pouvoir distribuer également. Et on est en train aussi en parallèle de s'équiper avec des équipements pour pouvoir conserver plus longtemps les aliments, là, les déshydrater, exemple, des choses comme ça. Fait qu'il y a un paquet de... il y a beaucoup de monde qui travaille autour de cet enjeu-là. Et la collaboration, le partenariat est excellent. Et finalement, on s'entraide mutuellement, veut pas. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin, parce que là, l'annonce est super intéressante, mais on se dit, on pourrait augmenter davantage le réseau. Exemple, le projet de... Enseignement des carrières. Oui, c'est ça. Biomasse. Le
le centre d'expertise, la biomasse, ils ont un projet de bâtir une serre. Et nous, on veut s'associer avec eux, bien entendu, pour l'opération, avec la contribution du centre pour personnes âgées à côté, donc inclure du bénévolat dans ça. Donc, on est... parce que vous êtes ouvert, en fait, à développer partout dans Port-Neuf. Oui. Qui pourrait, justement, faire une demande? Est-ce que ça peut être un producteur c'est-à-dire actuel qui souhaiterait peut-être utiliser les serres ou investir? Ou... c'est-à-dire que nous, on est ouvert comme un piège à ours à toute suggestion, proposition. Là, présentement, on va pouvoir opérer les serres avec les équipes en place, mais éventuellement, il y a possibilité de partenariat pour soit en bâtir une nouvelle ou en faire d'autres dans d'autres municipalités, de la MRC. Parce que moi, tu sais, déjà, on a vu avec la guerre en Ukraine là, que les prix ont augmenté. Là, avec les changements climatiques, on voit qu'en Californie, qui nous vendent beaucoup de fruits et légumes, ils sont en train de manquer d'eau. Là. Tout à fait. Donc, on a intérêt à investir du temps et même de l'argent aussi, effectivement. Pour se doter d'un réseau là, de production, cueillette, distribution. Parce que là, on parle de fruits, mais on peut aussi aller ailleurs, quelque part, dans le sens qu'on pourrait produire d'autres... oui, c'est-à-dire qu'il y a bien des choses... Il n'y a pas de limite en bout de ligne. Non, c'est ça, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai l'impression que ça va m'occuper pour les 15 prochaines années. Mais c'est ça, c'est qu'on voudrait surtout pas que des gens aient faim dans Port-Neuf, puis qu'on n'ait pas de solution. Donc, c'est pour ça qu'en parallèle, on développe un paquet de choses. Et c'est pour ça que ça a pris une ampleur aussi importante. Puis tout le projet de récupération dans les supermarchés, ça rajoute. Si on peut éviter au maximum le gaspillage, parce qu'il y a tellement de... Ça, c'est l'enjeu numéro 1, effectivement. C'est complètement fou. En termes d'échéancier, peut-être en terminant? Oui, c'est ça. Là, déjà, cet automne, le plancher de béton va être coulé pour l'espace de la serre des Chambeaux-Grondines. On va installer le système de chaufferie. Et il va y avoir aussi des travaux qui vont se faire à Port-Neuf, mais ça va être plus au printemps là, que ça va prendre davantage d'ampleur. Fait que cet été, il va y avoir une bonne production et qui va être distribuée là, durant l'été et durant l'automne. Donc, c'est ça. On va y aller une étape à la fois, mais on va avoir bien du plaisir. Est-ce qu'il y a un modèle ailleurs aussi qui existe? On est en train d'innover? À Trois-Rivières, ils sont pas pires sur la question de la sécurité alimentaire. Donc, on s'inspire aussi des autres régions et on a des coups de main, là, je pense, comment ça s'appelle? Moisson Québec. Oui, c'est ça. Québec, effectivement. Donc, qui nous donne aussi un coup de main. On a plein d'organismes qui viennent nous conseiller. Il y a un organisme qui s'appelle le Semoir qui avait déjà monté des ateliers de sensibilisation pour la culture en serre et tout ça pour les élèves. Moi, j'ai appris ça pendant la journée du 25. Fait que ça s'appelle « Je me suis fait une amie » et on va être en contact ensemble. Si on peut sauver du travail plutôt que réinventer la roue. Exactement. Fait que c'est ça. Donc, toutes les propositions, toutes les suggestions sont bienvenues. Parfait. Alors, Alain Blanchette, porte-parole, si on veut, là, de... Secrétaire trésorier de Solidarité. Secrétaire trésorier de Solidarité citoyenne Port-Neuf. Merci beaucoup de cet entretien, puis on se reparle bientôt. Merci, ça m'a fait plaisir. Après la pause, d'autres nouvelles et Danick nous fera un compte-rendu du dévoilement du monument des familles souches à Saint-Casimir. Grâce à vos idées, nous avons un plan pour la transition énergétique. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Je vais vous l'expliquer, le plan. OK. Premièrement, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais. Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi. Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, puis tous les petits gestes comptent. Fait que, oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là. J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Faut que ça soit un petit peu rampeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy? Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote.
L'UPA de Portneuf invite les chasseurs et producteurs à une rencontre d'information et de réseautage pour mieux faire connaître les problèmes et les solutions liées à la présence de la faune sauvage sur le territoire agricole. La rencontre se tiendra le mercredi matin 2 novembre au motel Bonaire de Pont-Rouge. Parmi les invités, notons le président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la capitale nationale, Bob Bélanger, Langis Tremblay, qui est président de l'Association régionale des piégeurs de la capitale nationale, un agent de la faune ainsi que des invités spéciaux pour alimenter les discussions sur les dommages causés aux cultures par la faune sauvage et les oiseaux migrateurs. Il sera aussi question du programme d'effarouchement des oiseaux migrateurs en milieu agricole. La ville de Saint-Raymond tiendra le mercredi 16 novembre prochain la première édition d'un cocktail-conférence au profit du Fonds d'accessibilité au sport et aux loisirs qui aide financièrement les familles à défrayer le coût des inscriptions et autres. Le docteur Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval, prononcera une allocution sur les habitudes de vie et les impacts sur la santé. Le Fonds d'accessibilité au sport et aux loisirs de Saint-Raymond a été créé il y a 17 ans par la Ville de Saint-Raymond en collaboration avec l'École Marguerite-Jouville, l'École Saint-Joseph et le SOS Accueil. Un don est toujours possible auprès du service des loisirs et de la culture. Saint-Casimir, comme bien d'autres municipalités de la MRC de Portneuf, est en pleine élaboration de son plan stratégique de développement. La municipalité convoque ses citoyens à une consultation et réflexion le mercredi soir 2 novembre prochain à la salle municipale de Saint-Casimir. Les résultats de cette soirée seront pris en compte lors des ateliers à venir dans le cadre de cette démarche de consultation citoyenne. À Saint-Casimir, le dimanche 23 octobre dernier, les élus et les citoyens ont honoré lors d'une cérémonie les 39 familles pionnières du village de Saint-Casimir il y a maintenant 175 ans. Un monument a été dévoilé devant l'église. Danick a assisté à la cérémonie. Un nouveau monument soulignant les 39 familles ayant été présentes lors de la création de la municipalité de Saint-Casimir a été inauguré le dimanche 23 octobre à proximité de l'église de Saint-Casimir. L'événement a été réalisé dans le contexte de la fermeture des festivités de l'anniversaire des 75 ans du village. Une cérémonie a d'ailleurs eu lieu en présence de descendants des familles souches, alors qu'environ une centaine de personnes s'étaient réunies en matinée lors de la cérémonie. Les cloches de l'église ont sonné 39 fois pour honorer les fondateurs. Les familles Bélanger, Bertrand, Biguet-Nobert, Bussière, Delors, Desalliés, Douville, Dussablanc, Garneau, Gaulin, Gendron. Le monument a été érigé par la Fondation du patrimoine de Saint-Casimir. La présidente, Danielle Dusablon, explique l'importance d'un tel monument. Le monument des familles souches représente la mémoire. Alors, les 39 familles qui sont arrivées en 1842, ici à Saint-Casimir, il y en a encore 29 qui ont le patronyme, donc qui demeurent encore à Saint-Casimir. On en est très fiers. Et puis, au lieu de faire quelque chose là, comme des activités à grand déploiement, le 175e a réellement on a réellement mis de l'avant des activités pérennes. Donc, le monument a été fait pour honorer les familles et aussi pour qu'on se souvienne. Parce que c'est important de se rappeler notre passé pour aller vers notre avenir. Madame Dusablon rappelle que plusieurs partenaires ont collaboré pour la création du monument. Là, écoutez, il y a toute une équipe, hein? On ne travaille jamais seul. Alors, l'équipe avec Mme Sandra Mongeau, qui est la coordonnatrice au loisir, toute l'équipe du conseil a dit oui au projet, les gens de la Fondation, la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir, la Caisse qui ont fourni financièrement. Alors, le projet, c'est un projet commun. On travaille, on réussit jamais seul, on réussit ensemble.
La mairesse de Saint-Casimir, elle, se dit très émue par le projet. Ça m'émeut beaucoup. C'est d'abord un hommage à nos fondateurs, puis à tous les descendants qu'il y a ici. On a des familles de 4 générations qui sont quand même venues, qui se reconnaissent là-dedans. Alors, c'est un hommage à nos bâtisseurs, à tout ce qui s'est fait, puis c'est aussi une invitation à la continuité, puis à honorer tout ce que nos bâtisseurs ont fait jusqu'à maintenant dans les 175 ans et plus. Il est donc possible dès maintenant pour l'ensemble de la population d'admirer le monument sur le terrain de l'église de Saint-Casimir. C'était Danick Julien pour CJSR. Sur la scène des loisirs et de la culture régionale, le thème de l'Halloween est développé dans plusieurs municipalités cette fin de semaine du 29 octobre. À Saint-Raymond, ce dimanche 30 octobre à 10h30 aura lieu le spectacle d'Halloween, La sorcière enchantée. Et jusqu'à lundi 31 octobre, c'est l'Halloween épouvantail. 5 épouvantails sont dispersés au centre-ville, entre les avenues Saint-Louis et Saint-Jacques à Saint-Raymond. Et les citoyens sont invités à les localiser. Les familles de Pont-Rouge sont invitées à participer à la chasse aux araignées. C'est un jeu d'énigmes et d'observation qui se déroule jusqu'au 31 octobre dans les jardins du 150e et dans le parc arrière de la place Saint-Louis, sur la rue du Pont. La mission du jeu consiste à trouver et résoudre les charades et les énigmes de type « Qui suis-je ?» Et le service des loisirs de Deschambault-Grondines invite les familles à son parcours de l'horreur ce samedi 29 octobre en face du moulin de la Chevrotière. La programmation des différentes fêtes de l'Halloween est disponible sur le site web de votre municipalité. À Sainte-Christine d'Auvergne, maintenant, un comité de bénévoles s'affaire à finaliser la fête et pour nous décrire l'ambiance qui attend les familles, on reçoit ce soir Richard Pearson, un bénévole bien reconnu pour son local des jouets. On en reparlera. Alors, Richard, bonsoir, Richard. Salut. Merci de ta présence en studio. Ça fait plaisir. Richard, en une implication encore bénévole à Sainte-Christine d'Auvergne, d'où vient cette idée de participer justement à la créativité de l'Halloween à Sainte-Christine? C'est mon amie Isabelle Genois qui m'a contacté pour dire « Hey Richard, aurais-tu envie de participer? On aimerait mettre sur pied une activité pour la fête de l'Halloween. » Puis tout seul, je voyais pas comment j'allais réussir à faire ça. Fait que j'ai appelé d'autres gens qui faisaient des activités aussi à Saint-Raymond. Puis on s'est mis ensemble pour pouvoir développer un projet avec la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Et ça, c'est pas la première année, là? C'est la deuxième fois qu'on le fait, mais ça fait 3 ans qu'on est sur le projet pour accumuler puis préparer le terrain à proprement dit. Là. Cette année, on a doublé la superficie de la dernière édition. Oh, quand même. OK. Parlons justement des jeux que vous organisez, puis de l'espace et tout ça. Qu'est-ce que vous présentez, en fait, à Sainte-Christine? Les gens sont invités à se présenter derrière la municipalité, derrière les bureaux de la ville. Il y a un stationnement sur le grand terrain vacant qui est là. Puis les gens se dirigent vers le sentier pédestre qui mène à la rivière habituellement. Okay. Puis là, il y a un petit... C'est pour ça que je suis accoutré comme ça aujourd'hui. C'est moi qui accueille les gens. Okay. Fait que là, je prépare les gens à qu'est-ce qu'ils vont... Oui, c'est ça. Parce que t'as pas les cheveux longs, toi. Non, vraiment pas. Vraiment pas, mais c'est ça. J'ai dit, je vais m'habiller comme ça pour que les gens puissent me reconnaître. Puis, moi, je les accueille, je les mets un peu dans l'ambiance. Puis, il y a un petit parcours qui est dans le bois. Fait que la nuit, pendant qu'il y a quelques gens de cachés un peu partout, puis il y a des mises en scène dans ce sentier-là. Puis ensuite de ça, avant de remonter pour se diriger vers les palettes maléfiques, qui est un labyrinthe, bien, les gens vont remonter, puis après ça, vont être accueillis par quelqu'un qui va, eux, les envoyer par petits groupes dans le labyrinthe. On parle d'un parcours de combien de temps à peu près? Si on prend le temps puis qu'on veut profiter vraiment, là, je pense qu'un 15 à 25 minutes facile là, pour pouvoir se promener. Parce que, comme je vous dis, on a doublé la superficie contrairement à l'autre édition d'avant. Fait que faut vraiment se mettre dans l'ambiance, aller tranquillement, regarder les décors. Comme je vous dis, j'ai monté une équipe avec Isabelle, puis il y a Dany, Chantal, puis Pascal Viel, qui sont des maniaques d'Halloween. Depuis le mois d'août, ils ont commencé à restructurer, remonter la structure faite en palette de bois. Puis ensuite de ça, commencer les décors. Ils en font à la maison, ils en apportent. Fait que eux ont vraiment tout mis sur pied pour mettre une ambiance. Il y a des projecteurs, il y a des trucs de cachés un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. Là. Il y a une grosse équipe de bénévoles qui sont là comme des acteurs. Je te dirais plus d'une quinzaine quand même. Qui vont être cachés un peu partout puis pour ajouter à l'ambiance. Il y a
des machines à boucan, différents trucs. Et puis, dans chacune des salles que les gens découvrent au travers du trajet, ben il y a une ambiance différente. On a même des gens de Drummondville qui sont descendus puis ils ont demandé à avoir un espace à eux puis pour créer vraiment leur scène. Là. Quand on parle d'ambiance différente, on parle d'émotions différentes, c'est des mises en scène. Tu vas avoir une place où c'est plus un laboratoire, un endroit où c'est plus un cimetière, un endroit avec des fantômes, des objets un peu épeurants. Puis, on invite les gens sur 2 volets d'une certaine manière parce que pour ceux-là qui veulent pas trop avoir peur, parce que pas quand il fait noir, c'est encore plus énigmatique, ben, on demande aux gens de se présenter avec les plus jeunes de 16h à 18h. OK. Puis ensuite de ça, une fois qu'il va faire plus noir, ben là, ça va être c'est ça, exactement. Les plus game, comme on pourrait dire, qui vont venir vraiment prendre d'assaut le labyrinthe. Donc, vous avez pensé autant aux tout petits que les adultes? Oui, exactement. Puis, tu sais, les acteurs ou les bénévoles qui sont là, quand ils voient que c'est des jeunes enfants, ils ne feront pas exprès d'en mettre plus. Ouais, tandis que quand c'est des jeunes à 15 ans, mais là, je suis capable, mais des fois, tu vois qu'ils n'ont pas aimé ça. Okay, Puis, à la fin du parcours, ça, on n'avait pas pu le faire lors de la première édition, mais Dany puis Pascal ont mis sur pied une espèce de étu-game. C'est comme ça qu'on appelle ça. Fait que c'est comme des épreuves où est-ce que tu mets... défis à relever, c'est ça, tu mets tes mains dans des places où tu n'es pas trop sûr. Puis là, il y a quelqu'un qui va animer cet espace-là aussi. Fait que il y a vraiment des activités là, à chaque fois que tu développes une nouvelle salle. Puis comme je dis, prenez le temps de regarder puis d'être curieux. Puis nous, il va y avoir un portier, si on peut dire, à l'entrée, puis il va créer des petits groupes. Fait qu'il va y avoir une zone d'attente quand même pour pas que le monde se bouscule puis que ça bloque, là, puis pour une question de sécurité aussi. Oui, évidemment. Est-ce que vous pouvez accueillir quand même plusieurs personnes à la fois? Ou... La première édition, on a eu pas loin de 500 visiteurs. Okay. Fait qu'on attend quand même là, du monde. Là, puis oui, ça va quand même assez rondement. Puis moi, avec l'entrée dans le petit sentier, je suis capable de ponctuer un peu. Fait que je laisse attendre ou non, j'escorte les gens jusqu'à... Puis après ça, je les laisse aller un petit peu plus loin. Fait que, on essaye, puis on reste en communication là, entre les deux sections, si on peut dire. On appelle le sentier de l'horreur, puis ensuite de ça, les palettes maléfiques, puis le étu-game à la fin. Okay. Et ça, donc, c'est samedi? Oui, le 29. Samedi, le 29, à partir de... Nous, on attend les gens vers 16h. Parce qu'on l'a déjà essayé plus tôt, puis les gens sont pas prêts, puis nous, ça nous donne plus le temps de fine-tuner, en bonne expression, là, fait que de se préparer comme il faut, puis que les gens, nos bénévoles, puissent prendre... leur rôle, parce qu'on va avoir des maquilleurs, des maquilleurs sur place pour vraiment mettre l'emphase, puis c'est des gens d'expérience. Je les qualifierais même de professionnels. OK. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est pas juste pour les gens de Sainte-Christine, les gens de Saint-Raymond, partout. On invite là, tout le comté de Portneuf et même plus. Nous, on a fait des posts Facebook, on en a parlé à la radio, vous nous avez convoqués ici. Fait que, oui, on vise vraiment là, que les gens puissent participer aux autres activités, puis qu'ils finalisent, parce qu'on est là jusqu'à 22h, finissent par la cerise sur le sundae. Alors, Richard Pearson, on aura sûrement l'occasion de reparler aussi de ton projet Jouet encore là, au centre d'achat. On en parlera bientôt. Alors, Richard Pearson, bénévole pour le comité de l'Halloween à Sainte-Christine-Auvergne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cet entretien, puis bonne fête. Merci. Bonne fête. Merci beaucoup. Je peux-tu profiter 2 minutes pour remercier les partenaires? 15 secondes? OK, c'est bon. Charbon de bois, feuille d'érable. Ensuite de ça, Subway Saint-Raymond, Vincent Caron, Joël Godin, puis la municipalité de Sainte-Christine, bien entendu. Merci à tous. Parfait. Bonne journée. Au hockey, maintenant, le Métal Perrault de Donnacona a vaincu les Loups de Latuc au compte de 6-3 vendredi soir dernier au complexe sportif Promutuelle Assurance de Donnacona devant 680 partisans. L'équipe a procédé à l'ouverture de la saison 2022-23 en présence d'élus. Danick a assisté à la cérémonie. La saison est officiellement commencée pour le Métal Perrault de Donnacona, alors que se tenait la cérémonie d'ouverture le 21 octobre dernier au complexe sportif Promutuelle Assurance de Donnacona. Pour l'occasion, la seule équipe portneuvoise de la Ligue de hockey senior 3A du Québec recevait les Loups de Latuc. Avant l'affrontement, le directeur général du Métal Perrault, M. Luc Thibault, était fébrile de pouvoir présenter son équipe devant les partisans. C'est tout le temps plaisant. Le premier match officiel de la saison, c'est
on fait la présentation des nouveaux joueurs, de tous les joueurs, mais des nouveaux joueurs. La foule est fébrile, on a hâte de voir. Fait que, on a hâte que la POC tombe à 20h30. M. Thibault en a d'ailleurs profité pour commenter les dernières acquisitions de son équipe depuis la saison dernière. Au repêchage, notre premier choix qui était en deuxième ronde, parce qu'on est changé notre choix de première ronde, Jacob Bernard qui est dans l'alignement, produit du cégep de Beauce, qui jouait junior 3 l'année passée. Après ça, des joueurs autonomes qu'on a signés pendant l'entre-saison. Alexandre Roy, un gars qui arrive universitaire américain. Loïc Lacasse, le gardien, qui a été drafté par les Canadiens de Montréal, qui jouait jusqu'à l'an passé dans la Ligue nord-américaine. C'est des bons ajouts. Puis Benjamin Saint-Onge aussi, qui arrive des collèges américains. On y va pour le tout pour le tout cette année. On a une bonne équipe. Puis on va travailler pour gagner le dernier match des séries éliminatoires. Les partisans du Métal Perrot ont d'ailleurs pu profiter d'une victoire convaincante de leur équipe alors que les troupes de Donnacona ont remporté par la marque de 6-3, avec notamment les buts de Charles-William Gagné, Justin Paré, Michael Bédard, Jason Imbeau et Julien Carignan-Labbé. Le prochain match à domicile sera contre Louisville le 4 novembre prochain à 20h30. C'était Danick Julien pour CJSR. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Danick Aubert, Tony, Suzy, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images d'Halloween prises à Saint-Raymond. Bonne semaine.